Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du CTBM portant sur les origines des mousses stables en méthanisation agricole. Nous allons prendre un petit peu de temps avant de démarrer pour que tout le monde se connecte. Donc on va démarrer très très doucement. Je remercie Pascal Peu de l'unité de recherche Opale à l'INRAE de Rennes de bien avoir voulu nous présenter ses travaux sur le sujet. Et pour en introduction, je vais vous parler du Centre technique national du biogaz et de la méthanisation. Si tu peux passer la planche, Pascal, s'il te plaît. Donc le CTBM, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau des laboratoires français sur la recherche en méthanisation. Donc on travaille vraiment sur toutes les thématiques. Donc comme vous pouvez le voir avec les travaux de Pascal, ça peut être vraiment ce qui se passe dans un digesteur et notamment quand ça se passe pas bien. Ça va aussi être sur les impacts environnementaux, les enjeux socio-économiques associés à la diffusion et au développement de la méthanisation sur le territoire national notamment. Nous avons comme objectif de faciliter la diffusion des connaissances produites par les membres du réseau, donc notamment à travers le site internet infometa.org, que vous pouvez consulter librement et qui rassemble des fiches thématiques sur les différents sujets associés à la méthanisation, à partir notamment de la littérature scientifique. Également les webinaires, comme celui-ci, donc on en fait plusieurs dans l'année, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Et notre événement phare, ce sont les journées recherche-innovation, qui se tiennent tous les 2 ans. Les prochaines sont du 26 au 28 mars 2024 à Pau. Vous pouvez déjà noter la date, les inscriptions seront prochainement ouvertes. Nous animons également des groupes de travail au sein de la communauté des professionnels de la méthanisation, en ce moment sur la valorisation du CO2 issu de méthanisation, sur les formations pour la filière et également sur les émissions fugitives des sites. Donc nous invitons nos adhérents que cela intéresse à rejoindre les groupes de travail pour contribuer aux travaux. Et donc nous sommes basés à La Défense, nous faisons partie du Club Biogaz, l'interprofession du secteur de la méthanisation. Et donc, je vais maintenant proposer à Pascal, ingénieur de recherche à l'INRAE, de nous présenter ses travaux issus du projet Matelamousse. À toi, Pascal. Excusez-moi, mon micro était coupé, donc bonjour à vous tous. Donc je vais vous parler de mousse dans le cadre de la méthanisation agricole. Alors, c'est un projet qui s'appelle donc Matelamousse, un projet donc qui a été conduit en collaboration avec l'association L, l'école de chimie de Rennes, ainsi que l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Et c'est un projet donc, qui a été financé par l'ADEME, et notamment par l'appel à projet Graines. Alors, une mousse, c'est quoi? Alors, la définition du petit Robert dit qu'une mousse, ça peut être un végétal. Une mousse, un mousse d'ailleurs, ça peut être donc un marin, mais c'est aussi un entremets et aussi en fait une mousse, une bière. Donc quand on parle de mousse dans le secteur de la méthanisation, on se rapproche plus soit de l'entremet, soit de la bière. Alors c'est ce que j'ai écrit là. Donc une mousse, c'est un entremets, mais c'est pas un entremets, mais on n'en est pas loin. En fait, une mousse, c'est la dispersion d'un gaz donc dans un liquide. Mais quand on disperse du gaz que dans un liquide pur, ben globalement, on obtient très peu de mousse. Il faut, en fait, pour avoir de la mousse, avoir un autre agent, en fait, qu'on appelle un agent tensioactif. Donc, il va avoir un impact sur la tension de surface des liquides. Donc, la tension de surface entre les liquides, c'est la partie d'échange entre le liquide et le gaz. Et le mélange des trois, donc, conduit à la formation de mousse. Alors, si on prend l'exemple de la bière, donc dans la bière, en fait, donc on a un petit col blanc, si elle est bien servie, qui se forme, donc qui est une mousse, qui est donc produite par la dispersion du CO2 qui est contenu sous pression dans le liquide et qui s'échappe, en fait, donc vers l'atmosphère. Et en s'échappant, donc, il entraîne donc du liquide, le gaz entraîne du liquide et forme ces petites bulles. Alors, si on regarde d'un peu plus près ces petites bulles, de quoi elles sont composées, ben, globalement, il y a un film, donc c'est les traits en noir là qu'on voit, qui est constitué du liquide, qui est contenu, donc le liquide d'où vient le gaz, et ce petit liquide qui forme le film, en fait, est connecté ça forme des plateaux, donc c'est les parties plates, et les parties plates sont connectées entre elles, en fait, par des nœuds. Donc tout ce réseau de films
est connecté vers le liquide. Et pour la bière, en fait, donc le tensioactif, en fait, donc c'est la substance chimique ou biologique qui va affecter négativement la tension superficielle du liquide. Et la tension superficielle, en fait, c'est la force entre les molécules à interface entre deux liquides ou un gaz et un liquide. Donc ici, en fait, c'est une protéine en fait, qui est contenue dans la bière, une protéine de malt. Alors, si on regarde l'échelle des mécanismes, au niveau macroscopique, donc c'est la photo que je vous ai fait voir juste avant. Au niveau mésoscopique, donc on voit en fait que donc, il y a une formation en 3D. Et au niveau moléculaire, en fait, donc on voit que les agents tensioactifs agissent comme des molécules dites amphiphiles, c'est-à-dire qu'elles ont un côté polaire et un côté apolaire. Le côté polaire va donc s'orienter vers la partie liquide, donc vers l'eau principalement, et le côté apolaire va donc s'orienter vers le gaz. Alors, si on regarde d'un peu plus près en fait ce qui se passe quand on a une mousse, quand on produit de la mousse, donc prenons l'exemple de la bière encore une fois. Donc on a notre liquide, donc le mélange gazeux avec le liquide, le gaz qui est contenu dans le liquide. Ce gaz en fait donc il s'échappe vers la partie gazeuse. En s'échappant vers la partie donc atmosphérique gaz, en fait il entraîne du liquide, donc il forme des bulles. Donc on a l'étape de production de cette mousse. Ensuite, on a ce qu'on appelle le foisonnement, c'est-à-dire que toutes les petites bulles montent. Et donc, on a donc la production de mousse avec cette étape donc, de foisonnement, la construction de la mousse. Ensuite, après l'étape de foisonnement, donc on a l'étape de coalescence. Les bulles, en fait, s'assemblent entre elles pour donner de plus grosses bulles. Et après, on arrive à la rupture. C'est-à-dire que les bulles, quand elles deviennent trop grosses, elles se rompent et le gaz s'échappe. Qu'est-ce qui se passe au niveau du liquide? Donc, au niveau du liquide, ici, j'ai représenté le film qu'il y a entre toutes les bulles de gaz. Donc, le liquide, c'est le liquide qui a donné naissance, en fait, donc, qui vient du liquide qui génère la mousse, donc qui est entraîné dans cette mousse. Donc, par effet capillaire, excusez-moi, par effet capillaire, par effet de succion capillaire, donc le liquide monte avec la mousse, jusqu'à un point où la gravité le rappelle vers le bas. Et ensuite, donc, il y a le phénomène de drainage. Donc, le film s'amincit et le liquide qui était contenu en fait dans ce film redescend vers la partie basse. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des tensioactifs? Donc, les tensioactifs sont aussi contenus dans le liquide. Ils viennent se glisser au niveau du film, donc à l'interface entre le gaz et le liquide. Et donc, ils vont venir donc, diminuer la tension superficielle et donc stabiliser la mousse. Donc, on voit en fait différentes molécules là, qui peuvent donc s'entraîner sur le liquide. Ils baissent la tension superficielle et aussi ils peuvent baisser le drainage capillaire. Alors là, c'est pas ça peut être des tensioactifs, mais ça peut être aussi d'autres choses qui vont bloquer le drainage capillaire parce que ça va bloquer en fait le film et bloquer la redescente de l'eau. Donc, on a des molécules qui peuvent être entraînées dans des mousses, bloquer en fait donc ce phénomène de drainage et donc engendrer, on va le voir un peu après, des problèmes de stabilité des mousses. Donc, la durée de vie d'une mousse, en fait, c'est quelques microsecondes. Ça peut être de quelques microsecondes à plusieurs jours. Et ça, c'est ce qui définit en fait l'indice de stabilité. Alors, un autre exemple, encore autour de la bière et de la commande. C'est du blanc en neige, voilà, je vais y arriver. Alors, si on prend l'exemple de la bière, donc c'est un mélange d'eau, de sucre et d'alcool. Le gaz qui est dissous, c'est du dioxyde de carbone. Et l'agent tensioactif qui est présent en fait dans le liquide, c'est les protéines de malt. Si on regarde le blanc en neige, globalement, c'est de l'eau, de l'air, et l'agent tensioactif, c'est les protéines globulaires. On voit en fait que les deux mousses sont très différentes. On en a une qui est très stable, donc le blanc en neige, et une autre en fait qui est un équilibre qui se forme entre la production
et la destruction. Et une autre bière que j'ai pris pour exemple, qui est la Guinness, où là on a du liquide, c'est toujours de l'eau, du sucre et de l'alcool, mais contrairement à une bière blanche ou une bière blonde, le gaz qui est dissous n'est plus du dioxyde de carbone, mais de l'azote. L'agent tensioactif est le même, et là on voit en fait qu'on a une mousse qui est complètement différente, avec des tailles de bulles qui vont être beaucoup plus petites et une stabilité qui va être beaucoup plus grande. Donc on voit en fait qu'en fonction du gaz, du tensioactif qui va être utilisé, eh ben, on a ce qu'on appelle des phénomènes de persistance. On va avoir des mousses qui vont être stables ou instables en fonction en fait donc de ce fameux triptyque gaz liquide tensioactif. Donc voilà notre triptyque, la mousse. Et donc on voit qu'en fonction du type de gaz, en fonction de la quantité de mousse qu'on va produire, de la quantité de gaz qui va être dissous aussi, la vitesse de désorption de ce gaz, en fonction du type de tensioactif, de la dégradabilité de ce tensioactif, en fonction du type de liquide, de la quantité de sel, de matière sèche, de viscosité, etc., on va avoir des mousses qui vont être différentes. En fait, donc, on a une combinaison très grande de possibilités entre tous ces paramètres. Et donc, quand on regarde les mousses, en fait, globalement, on a plein de mousses différentes en fonction de ce triptyque. Si on jette un œil en fait sur les agents qui stabilisent les mousses, alors les tensioactifs, donc les tensioactifs, c'est ce qui permet, c'est des agents qui vont diminuer les tensions de surface, donc stabiliser les films en fait, donc les interfaces entre le gaz et le liquide. Donc qu'est-ce qu'on a comme tensioactifs? On a tout ce qui est corps gras, que ce soit des lipides, des acides gras longue chaîne. On a aussi les bactéries, qui vont pouvoir stabiliser les mousses, jouer ce rôle de tensioactif, et notamment certains éléments que les micro-organismes peuvent produire, qui sont les exopolysaccharides, les EPS. Et on a aussi des particules solides, telles que les fibres lignocellulosiques, qui peuvent donc jouer ce rôle de tensioactif, ainsi que des protéines. Donc, dans le cas de l'exemple du blanc-neige, en fait, donc c'est les protéines de l'œuf en fait, qui jouent ce rôle de tensioactif. Et on a d'autres agents qui stabilisent les mousses, comme je vous le disais tout à l'heure, des agents qui vont bloquer le drainage du film. Et dans les agents qui bloquent le drainage du film, on a à nouveau des bactéries, alors plutôt là des bactéries dites filamenteuses qui vont être capables de fabriquer des filaments, et donc ces filaments vont venir bloquer en fait donc le drainage, et aussi toutes les particules solides telles que les fibres qui vont aussi bloquer le drainage. Alors, en méthanisation, le moussage, donc c'est un des dysfonctionnements qu'on rencontre sur ces installations. C'est un des dysfonctionnements majeurs. C'est problématique parce que ça engendre donc une baisse de la production de biogaz, parce que bon voilà, il faut gérer ce problème de mousse. Ça peut aller jusqu'à l'arrêt de l'installation. Ça engendre des coûts au niveau du personnel parce que ça implique des temps de gestion. Et c'est très stressant pour tous les agriculteurs et tous les exploitants d'unités de méthanisation. Donc voilà, ça c'est des mousses qu'on peut rencontrer sur des unités de méthanisation. Alors là, c'est sur des graisses de flottation. Des mousses qu'on rencontre, c'est des graisses de flottation d'abattoir, et c'est des mousses qui se forment lors du dépotage de ces graisses. Donc on voit en fait donc, la mousse sous forme un peu mousse au chocolat, et qui se fait instantanément en fait au moment où on dépote ce produit. Et puis autrement, bien sûr, tous les mécanismes en fait, tous les problèmes liés aux mousses qui peuvent aller jusqu'au débâchage du gazomètre et à la dispersion des mousses sur toute l'installation de méthanisation. Notre photo là encore de production de mousse et de. Donc en méthanisation, donc le problème des mousses, en fait, c'est en lien avec deux paramètres. Donc la persistance, donc la stabilité ou l'instabilité des mousses. Donc plus une mousse est stable, plus elle va être gênante sur les unités de méthanisation.
et la récurrence. Parce qu'il faut imaginer qu'un exploitant agricole qui est habitué à ce phénomène va essayer de le gérer. Par contre, un exploitant agricole qui rencontre pour la première fois ces problématiques de moussage va être surpris et va pas savoir comment réagir, et là, ça peut être la catastrophe. Donc, le diptyque, là, pour le coup, de la ponctualité de ces mousses avec des mousses stables, globalement, c'est très impactant sur les installations de méthanisation. Alors, si on regarde la bibliographie, il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment en Europe, mais pas que, qui donc ont recensé ces dysfonctionnements de mousse en fait sur installation de méthanisation. On a une étude allemande qui a auditionné 300 unités qui mettent en évidence que globalement, dans 10% de ces installations, elles rencontrent des problèmes de moussage. Au Danemark, il y a une publication qui recense 16 installations de méthanisation qui ont été auditées et 40% d'entre elles observent la formation de mousse. Et une autre étude qui a été réalisée par elle en 2018 sur 30 unités auditionnées, et 65% de ces unités rencontrent des problèmes de moussage. Donc on voit que c'est un phénomène qui est fréquent et qui peut provoquer des dommages importants. Ensuite, quand on regarde en fait les causes de ces phénomènes de moussage, toujours par rapport à la bibliographie, par rapport donc aux études déjà publiées dans la littérature, on a donc une étude allemande qui met en évidence que les substrats et une partie de l'exploitation en fait est à l'origine de ce phénomène de moussage. Une autre étude allemande met en évidence, pareil en fait, donc des problèmes de perturbation de process, de fluctuation de température, donc des problèmes d'exploitation, ainsi que des causes de moussage qui seraient liées au substrat. On n'a pas d'étude en fait en France, donc c'est inversé là, parce qu'il y a une autre étude suédoise qui met aussi en évidence en fait ces phénomènes de moussage en lien donc soit avec des surcharges organiques, soit en lien aussi avec des substrats, donc riches en graisse notamment, ou en lien avec des problèmes d'exploitation. Donc voilà, en France, on n'a pas d'études sur nos installations de méthanisation pour faire ces liens. Donc on voit en fait qu'à travers la bibliographie, on se rend compte que les causes qui sont mentionnées ou retrouvées sur les installations qui sont impactées par ces phénomènes de moussage sont principalement soit les substrats ou l'exploitation. Et quand on regarde un peu plus en détail, donc, les causes majeures sont principalement liées donc, au substrat, toujours par rapport à la bibliographie. Et ce qui est mentionné, c'est que les substrats sont soit trop riches en protéines ou en lipides, que parmi les autres causes, donc, les perturbations du processus biologique sont plus à mettre en lien avec la suralimentation ou l'ajout d'inhibiteurs ou d'éléments toxiques, ou donc d'autres causes aussi mentionnées qui mettent en lien le changement physico-chimique du contenu du digesteur, notamment avec des changements de température, de pH qui favorisent en fait ces phénomènes de moussage. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que les mousses, synthèse de la synthèse bibliographique, on va dire, que les mousses, en fait, donc c'est pas un entremets ni une bière, mais c'est vraiment un problème qu'on retrouve sur nos installations de méthanisation, et on le retrouve quand ces mousses sont stables, principalement, et surtout si l'agriculteur est surpris, en fait, donc l'exploitant surpris par la production de ces mousses, et que globalement, dans la littérature, on voit le lien entre les substrats et les phénomènes de moussage, et l'exploitation et les phénomènes de moussage. Alors, c'est pour ça qu'on a déposé donc, ce projet Matelamousse pour essayer de faire un peu l'état des lieux des problèmes de moussage en France. Donc, ce projet, il était tourné autour de deux grandes parties. Une partie qui était plus en lien avec des questionnaires autour de la construction, comment est exploitée cette installation de méthanisation, comment elle est alimentée, et une partie physico-chimique en fait où différents prélèvements ont été faits, et on a caractérisé les capacités moussantes, voire la microbiologie et normalement aussi dans le projet il y avait
une partie stabilité des mousses, mais qui n'a pas été trop explorée. Et tout ça, donc, a donné lieu à un recueil, en fait, donc un rapport qui a été remis à la vie. Donc, tout d'abord, donc, je vais parler du questionnaire. Donc, le questionnaire, c'était le cahier des charges de ce questionnaire, c'était de collecter des données sans a priori, notamment par rapport aux éléments de construction et d'exploitation, de caractériser, à dire l'agriculteur, en fait, de voir comment il caractérisait le phénomène de moussage et de voir les solutions qu'apportait l'exploitant, et de collecter ces données, en fait, auprès des exploitants sur des périodes assez longues. Alors, cet audit a été réalisé donc par elle et l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, avec l'aide de Aura2E, Solagro, l'AREC et Méthanaction. On a collecté 30 questionnaires qui étaient exploitables, hein, des unités de méthanisation qui étaient impactées par ces phénomènes de moussage. Elles étaient principalement localisées dans le Grand Ouest et dans le Grand Est. Les sites auditionnés, donc globalement, c'est des sites qui ont été construits après les années 2015, principalement des exploitations à la ferme et quelques exploitations agricoles collectives et deux exploitations de 2 unités de méthanisation territoriale. Alors, quand on dépouille ce questionnaire, la première chose, c'est qu'on demande où on rencontre le plus ces phénomènes de moussage et qu'après dépouillement, on se rend compte que globalement, on retrouve ces phénomènes de moussage un peu partout, que ça soit sur le stockage des effluents, comme je vous ai fait voir sur la vidéo, dans des cuves en fait qui sont en amont des digesteurs, hein, des cuves de prémélange d'hydrolyse, principalement dans le digesteur, aussi dans le post-digesteur et un peu sur les phases de séparation ou de traitement des digesteurs. Alors, quand on parle de mousse, on ne devrait pas dire la mousse, mais les mousses, parce que globalement, là, je vous présente un recueil de caractéristiques de mousse sur 5 installations. On voit en fait que bon, le lieu du moussage peut être différent, qu'on a des temps de formation de ces mousses qui peuvent varier de quelques minutes à quelques heures, les fréquences de formation de ces mousses peuvent être ponctuelles ou constantes, que la hauteur des mousses rencontrées soit dans les digesteurs ou les fosses peuvent être de quelques centimètres à quelques mètres, que le diamètre des bulles de ces mousses peuvent être de quelques millimètres à quelques centimètres, que les couleurs en fait sont très variables, hein, comme vous pouvez le voir sur les photos. On va du marron foncé presque au noir jusqu'à des couleurs très grises, avec des textures qui sont là aussi très différentes, hein, qui peuvent aller de textures très aérées à des textures très denses. Donc on voit qu'on n'a pas affaire à un type de mousse, mais à une multitude de typologies. Et c'est un peu ce que je vous présentais tout à l'heure, en fait, avec le triptyque, un liquide, gaz, tensioactif. En fait, donc on peut générer différents types de mousse avec ce triptyque. Quand on regarde à partir de ces questionnaires les fréquences des substrats et des co-substrats qui sont utilisés, on se rend compte qu'il y a des substrats qui sont plus utilisés que la normale, hein, donc qu'on retrouve sur des installations classiques. On retrouve beaucoup de ces installations qui ont été auditées qui utilisent des fumiers de bovins, des déchets de céréales, du lisier de bovin, l'ensillage de maïs, des cives de seigle notamment, des pompes de pelouse. Donc ça, c'est une fréquence supérieure à 30% hein, sur les 30 sites qui ont été audités. On a des fréquences d'utilisation de substrats comprises entre 10 et 30% sur d'autres substrats, hein, donc que ce soit des lisiers de porc, des pailles, des cives, des biodéchets, des matières stercoaires, des déchets de fruits et légumes, des déchets de pommes, des fumiers de volaille ou des mares de pommes. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que ce qui est marqué en vert, là, tous les substrats ou co-substrats qui sont marqués en vert, c'est que beaucoup sont des substrats à haute teneur en polysaccharides et associés donc souvent avec des biodégradabilités rapides. Ce qu'on se voit aussi à l'aide de ces questionnaires, c'est que beaucoup de substrats dits exotiques sont retrouvés sur ces exploitations, comme les coques de lupin, des pulpes de betteraves, des purées de fruits, certains déchets d'IA, hein, des graisses, des déchets lactés, donc tout ce qui est perméa, tout ce qui est petit lait, etc. Donc ça, c'est plutôt des déchets exotiques
qu'on retrouve sur ces exploitations qui sont impactées, qui ont été auditées, et qu'on retrouve peut-être plus rarement en fait sur le territoire national. Quid maintenant des éléments de construction et des paramètres d'exploitation? Ce qu'on peut dire sur les 30 installations qui ont été auditées, c'est que 50% de ces installations ont des cuves de prémélange ou d'hydrolyse. Donc c'est beaucoup, c'est surreprésenté par rapport à la normale. 50% d'entre elles présentent des agitateurs horizontaux en couplage avec des agitateurs axiaux. Donc là, on peut peut-être mettre comme hypothèse des sédimentations ou des émulsions. Et que les charges appliquées, en fait, pour 6 installations, toujours pareil par rapport aux 30 qui ont été auditées, ont des charges organiques appliquées supérieures à 4 grammes par litre et par jour. Donc par jour aussi. Alors, au cours de cette étude, on s'est intéressé à 5 installations en essayant de faire un audit de ces installations pendant les périodes où il n'y avait pas de problème de moussage et pendant les périodes où il y avait des problèmes de moussage, et par comparaison, de regarder en fait qu'est-ce qui avait changé sur ces installations. Et on se rend compte qu'il y a des liens sur ces 5 installations entre les teneurs en glucides de ces installations, des substrats qui sont utilisés, les temps de séjour et la charge, les teneurs en lipides et en protéines, et aussi, en fait, alors là on l'explique un peu moins bien, les teneurs en H2S. Alors peut-être à mettre en lien en fait avec des protéines qui peuvent être utilisées sur cette installation. Donc là aussi, on voit en fait donc toujours cet impact substrat et comment exploitation. Donc charge organique, temps de séjour et qualité intrinsèque des substrats. Donc en conclusion sur ce questionnaire, donc on a 30 questionnaires qu'on a exploités, bon ce qui peut paraître peu, mais ce qui est déjà suffisant au niveau statistique. On voit de la mousse partout, principalement dans les digesteurs. Il n'y a pas une mousse, mais des mousses. Que les substrats impliqués, notamment les substrats riches en polysaccharides et fortement biodégradables, en fait, sont surreprésentés, et qu'il y a certains substrats exotiques, et que certainement, en fait, donc les paramètres d'exploitation et ou de construction peuvent impacter donc la formation de ces mouches. Alors ensuite, on va passer donc à la deuxième partie donc de ce projet, qui a été donc de caractériser des substrats et de voir en fait les caractéristiques de ces substrats. Donc on a collecté des données et on a suivi donc ces installations sur 6 mois. Donc on a collecté 20 échantillons donc de digesta et des différents substrats sur 20 installations, donc un peu répartis, beaucoup dans l'ouest et aussi un peu dans le reste de la France, mais beaucoup dans l'ouest. Et on a prélevé donc leurs différents substrats et ensuite on les a caractérisés, notamment par rapport à leur teneur en matière sèche et organique, par rapport donc alors pour les digestats, par rapport donc à l'analyse FOSTAC, qui nous permettait d'avoir une idée quant au fonctionnement en fait du digesteur, voir s'il n'y avait pas un problème autre en fait sur le digesteur. Et ensuite, donc, on a caractérisé le pouvoir moussant avec un outil en fait assez simple, qui est le Lepsic Foam Tester. C'est un petit bloc chauffant dans lequel on va installer le digestat en mélange avec ou en mélange avec un digestat seul ou en mélange avec les différents substrats. Et on va mesurer donc le pouvoir moussant avec la hauteur de mousse qui va être produite donc dans ce flacon. Ensuite, on avait aussi envisagé de caractériser les mousses en fait par rapport en fait aux tailles de bulles, par rapport en fait à leur vitesse ascensionnelle, etc. Mais avec les digestats et l'outil qu'on avait envisagé, c'était compliqué parce que c'est un outil optique et avec les digestats, on ne voyait pas grand-chose. Et ensuite aussi, on a regardé donc la partie microbiologie, et notamment l'indice filamenteux, parce que je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction que certains micro-organismes qui filamentent, donc c'est quand ils se divisent, ils restent assemblés, et donc ces indices ces filaments de micro-organismes peuvent empêcher le drainage des liquides et donc augmenter la stabilité des mousses.
Et donc, on a regardé cet aspect-là en faisant des caractérisations microbiologiques au microscope. Pourquoi? Parce que ces indices filamenteux, ces filaments sont très souvent retrouvés sur les stations d'épuration et sont là aussi à l'origine donc de production de mousse sur les stations d'épuration. Et on est très souvent, en fait, on peut faire le lien avec ces bactéries filamenteuses en station d'épuration et les problèmes de moussage. Alors maintenant, je vais passer un peu aux résultats. Sur 72 échantillons collectés, en fait, donc on a regardé le rapport Fostak. On voit que globalement, on a un rapport Fostak souvent inférieur à 0,5 et très souvent inférieur à 1. Quelques échantillons étaient supérieurs à 1. Globalement, on ne peut pas dire que les unités étaient en dysfonctionnement biologique, donc ça ne pouvait pas être ça qui était la cause des phénomènes de moussage. On a regardé donc, on a fait des liens entre les différents paramètres analysés et notamment la teneur en matière sèche des digestats et la capacité moussante des digestats. Et on voit bien en fait que plus un digestat est chargé en matière sèche et plus sa capacité moussante est élevée. Donc ça veut dire que pour des exploitations, quand on gère en fait des digesteurs et des post-digesteurs avec des hautes teneurs en matière sèche, on risque en fait donc d'avoir l'apparition de mousse. En fait, une apparition, on a un risque plus important de voir l'apparition de ces mousses. Et ensuite, on a caractérisé les capacités moussantes des différents substrats. Donc là, les différents substrats, hein, donc des subcéréales, des ensilages, etc. Et donc ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. On a classé en 3 catégories ces substrats. Donc la catégorie 3 qui avait les capacités les moussantes les plus élevées, catégorie 2 les capacités moussantes intermédiaires et catégorie 1 des capacités moussantes dites faibles. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'il y a des substrats en fait pour lesquels les capacités moussantes sont très importantes. Et donc c'est des pulpes de betterave, certaines graisses de flottation, des purées de fruits, des déchets de céréales, etc. Que les ensilages je vais dire les cives ou les simsuck, ou vous les appelez comme vous voulez, sont aussi en fait donc dans cette catégorie 3 et est à l'origine et ont des capacités moussantes élevées, notamment donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique type seigle ou orge. On a des substrats pour lesquels c'est difficile de savoir est-ce qu'on va avoir, on est plutôt en catégorie 3, 2 ou 1, hein, que ce soit pour des pâtes de neutralisation. On a certaines pâtes de neutralisation qui vont avoir une capacité moussante élevée, d'autres pas du tout. Les issues de silos, c'est un peu pareil en fait. Hein, donc on a des issues de silos qui ont des capacités moussantes de 41% et d'autres qui vont avoir des capacités moussantes de 17%, etc. Mais globalement, on voit que certains substrats, en fait, ont vraiment des capacités moussantes élevées. Les soupes de déconditionnement aussi ont des capacités moussantes élevées. Donc voilà, donc on a toutes. Ça nous a permis quand même de caractériser en fait ces différents substrats et de voir que certains substrats avaient des capacités moussantes à prendre en compte. Quid maintenant donc des observations microbiologiques. Donc, on a déterminé ce qu'on appelle, nous, un indice filamenteux en regardant ces micro-organismes au microscope qui sont capables de filamenter. Et donc, on a vu en fait que les lisiers de porc avaient la présence de ces micro-organismes, que globalement, on en retrouvait que dans les lisiers de porc. On en retrouvait très rarement en fait donc dans les digestats. On est incapable de faire un lien entre la capacité moussante et la présence de ces micro-organismes filamenteux. Et donc, le lien entre la microbiologie et notamment la capacité de certaines bactéries à filamenter et les capacités moussantes, contrairement à ce qu'on peut voir sur les stations d'épuration et en traitement aérobie d'eau usée, eh ben, on ne va pas avoir ce même lien en fait sur nos installations de méthanisation. En conclusion, par rapport à cette deuxième partie du projet, on voit qu'on a donc un impact de la matière sèche des digestats sur le pouvoir moussant, qu'on a des substrats qui présentent des capacités moussantes très différentes,
très variées, mais qu'il y a certains substrats qui ont des capacités moussantes importantes. Et aussi, donc, on n'a pas mis de lien évident en fait entre les bactéries filamenteuses et les mousses, donc un S. En conclusion, ce que je peux dire, donc, c'est que les mousses, en fait, c'est un vrai fardeau pour les exploitants d'unités de méthanisation, que la bibliographie met vraiment le lien entre les substrats et les paramètres d'exploitation par rapport en fait à ces phénomènes. Notre étude, aussi bien au niveau des audits qui ont été réalisés auprès des unités qui sont impactées que nos caractérisations vont un peu dans le même sens. Globalement, donc, on voit que certains substrats, notamment ceux qui sont riches en polysaccharides, peuvent être à l'origine des phénomènes de moussage, que dans l'exploitation, en fait, donc, les surcharges, les qu'est-ce qu'il y a d'autre, les surcharges, les changements de substrat, etc., peuvent être à l'origine en fait de ces phénomènes de moussage. Il nous reste encore plein de choses à faire en fait pour bien maîtriser ce phénomène, notamment de notre côté, nous plus recherche, regarder les liens qu'il y a entre la viscosité en fait donc des digestats et les capacités moussantes, regarder certains substrats plus en détail, notamment en fait certaines cives, et je pense donc aux seigles notamment, et aussi en fait donc pour les exploitants, essayer de proposer des outils simples en fait pour qu'ils puissent tester donc les différents substrats pour voir leur capacité moussante. Donc voilà, je vous remercie et j'espère pas avoir trop débordé. C'était très bien. Merci beaucoup Pascal. Nous avons plusieurs questions qui ont été partagées par les participants dans l'interface dédiée. Donc il y en a quelques-unes qui traitent notamment de on est surtout sur la dernière partie de l'intervention, les outils d'analyse des mousses, notamment sur la capacité moussante. À quoi correspondent les pourcentages dans la définition de la capacité moussante? C'est une question de Jérôme Charmant. Alors, le pourcentage, en fait, donc c'est des hauteurs, en fait. Donc, c'est le pourcentage. C'est un outil assez simple. Donc, on a une hauteur de liquide et 100%, ça correspond donc à la même hauteur de mousse. Donc, c'est vraiment assez simple. On caractérise ces capacités moussantes par rapport à la hauteur de mousse qui est formée dans le traitement. D'accord. On a Alice Delair qui demande à quelle température ont été faits ces tests de capacité de moussage. Alors, tous ces tests-là donc, ont été faits entre 38 et 40 degrés, plutôt 40 degrés que 38 degrés. Donc en température qu'on dit mésophile en méthanisation. Ce qu'on rencontre en fait sur les digesteurs. Très bien. Et troisième question de Sébastien Pommier sur les capacités moussantes. Comment s'assure-t-on que sur ces tests, où c'est le substrat, que c'est bien la propriété du substrat et pas celle du digestat qui est liée, puisque apparemment il y a eu des mélanges? Alors, quand on fait ces tests, en fait, donc on mesure la capacité du moussant du digestat seul, et après on mesure la capacité du moussant du digestat plus le substrat. Et on fait en fait des capacités moussantes en fonction, on rajoute différentes quantités de substrat pour évaluer en fait une capacité moussante moyenne. Merci. Nous avons des questions sur les filamenteuses également. Alice Delair qui demande si elles sont pas surtout aérobies, ce qui pourrait expliquer qu'elles jouent peu de rôle en méthanisation. Alors oui, alors, pour les problématiques en fait qu'on rencontre sur les stations d'épuration, globalement c'est des thiotriques, c'est plein de micro-organismes. Je ne vais pas faire le listing ici. C'est des micro-organismes en fait aérobies qui filamentent. Mais on pouvait faire l'hypothèse qu'on a aussi des micro-organismes anaérobies qui filamentent. Et donc de regarder, de faire le lien en se disant, si on retrouve beaucoup ce phénomène-là sur des stations d'épuration, voilà, ça vaut le coup de jeter un œil, si je puis dire, avec un microscope pour vérifier qu'on n'ait pas les mêmes phénomènes.
Effectivement. Du coup, on avait une question sur identifier les filamenteuses et les quantifier pour maîtriser les limites de fonctionnement du méthaniseur, qui n'a pas vraiment de sens compte tenu des résultats. Si je comprends bien. Encore Alice Delair qui dit « Encore moi ». Est-ce que vous avez testé des mélanges de substrats pour voir des effets d'interaction entre substrats? Oui, oui, ça on l'a fait. Alors après, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que ça on l'a fait, on a testé les recettes mélangées, on a testé des substrats, voir les impacts des substrats, voir des mélanges de substrats avec d'autres digestats, parce que bon là on prenait le digestat d'installation où il y avait les problèmes de moussage et les substrats qui étaient qui servent à alimenter cette installation. Mais alors le problème, c'est qu'on arrive à trop de paramètres et donc on a essayé de simplifier les choses pour déjà donner en fait quelque chose de lisible, parce que là, c'est pas 2 ans d'études qu'il faut, c'est un programme de recherche sur 5 ans et avec d'autres moyens que un contrat ADEME Graines, même si c'est déjà très bien d'avoir un projet ADEME Graines, hein, mais je veux dire, il faut mettre en œuvre d'autres outils. C'est un premier projet, quoi. Alors, on a une question de Fabrice Guinche pour savoir s'il y a une méthode pour définir la capacité moussante ou si c'est une innovation de votre projet. Non, c'est une méthode, en fait, l'APSI Foam Tester. Donc, si vous tapez ça sur Internet, vous allez trouver, en fait, donc, c'est une méthode qui a été mise au point en Allemagne, hein, donc, comme son nom l'indique. Et donc, ça permet vraiment de tester simplement, en fait, donc, des digestats, des substrats. Et nous, on trouve que c'est un bon outil, en fait. C'est un outil assez simple. Il n'y a peut-être même pas. Après, il y a moyen de le faire encore plus simple parce que là, ils vous vendent un bloc chauffant avec des flacons, etc. Nous, on a standardisé les choses en utilisant des étuves et en mettant plein de flacons dans des étuves et on retrouve on se retrouve avec les mêmes propriétés. Le principe étant aussi de mettre un sac en fait dessus qui permet au gaz de s'expanser et de ne pas avoir de surpression, on va dire, dans le flacon. Mais la D'accord. méthode est bien définie, hein, elle est définie, vous la trouverez assez simplement en tapant sur Internet. Très bien. J'ai mis le mot-clé dans le chat pour ceux qui se demandaient comment écrire ces différents mots. Concernant le traitement de la mousse, on a une question de Martin Henrault qui demande si on a des idées pour la casser. Et une question de Sébastien Pommier pour savoir si l'étude recense les actions correctives ou préventives sur la base de l'étude et ou des retours d'expérience rassemblés. Oui, alors après, l'objet en fait de ce projet n'était pas de correctif en fait. C'était un objet, l'objet donc de ce projet était vraiment d'identifier les phénomènes de moussage et d'identifier les causes. Et il n'était pas de faire un recensement des moyens de traitement des phénomènes de moussage. On a tout un arsenal en fait qu'ils utilisent et les exploitants, hein, ça va des huiles en passant par l'agitateur orbital qui casse la mousse en hauteur. Enfin bref, on a plein de. Mais globalement, ils ont pas une recette miracle pour casser les mousses. Et puis comme je vous l'ai dit dans mon introduction, c'est les mousses, hein, c'est pas la mousse. C'est-à-dire que parfois ils ont une mousse super stable, c'est un blanc neige au-dessus de leur installation et d'autres fois c'est donc les moyens en fait, je pense que c'est dans le deuxième temps qu'on a vraiment bien identifié tous les phénomènes. D'accord. On pose la question pour le risque de mousse, est-ce qu'il y a un lien avec le pH? C'est Guillaume Rotureau. J'aurais tendance à dire que oui, hein, c'est-à-dire que les protéines, c'est toujours pareil. Hein. Si vous avez un agent tensioactif de type protéique, les protéines, en fait, donc, elles ont des indices de comment, elles vont changer de conformation, elles vont être différentes à différents pH, et donc on peut avoir en fait donc le tensioactif qui va se révéler à un pH de 7, et alors qu'à pH de 8, il n'aura pas le même. Donc oui, je pense que le pH a un impact, mais c'est multiparamètres quoi. C'est-à-dire que c'est difficile de dire c'est le pH. Par contre, on peut dire oui, on a
je sais pas moi, des matières stercoaires, un pH assez acide, ben, peut-être que là, on va avoir des mousses, par exemple. Merci. On a une question. Je suppose que du coup, l'étude que vous avez menée n'en parle pas, mais est-ce qu'il y a plus de risque de moussage en conditions thermophiles? Je sais pas. Et il faut s'en possible. Voilà. Alors, on a une question de Ziad Moudan qui demande s'il y a des stratégies microbiologiques pour attaquer la capacité moussante des digesteurs, par exemple des bactéries permettant de fixer l'azote. Moi, j'attends les études, hein, parce que je suis scientifique et je vois, moi, globalement, ce qui marche le mieux, en fait, si on regarde un petit peu les mécanismes, en fait, c'est de rompre le film. Et pour rompre le film, en fait, donc, ce qui peut être facile à faire, c'est de rajouter beaucoup de tensioactifs. Parce que ces tensioactifs, en fait, donc, ils vont se fixer sur le film et puis ils vont le rendre très fin. Pof, elles vont éclater. Donc, c'est ce qu'ils font, en fait, quand ils mettent des corps gras, par exemple. Voilà, ça marche. Donc, ça, c'est publié. C'est des méthodes qui ont été qui marchent pour certains types de mousse, etc. Bon, voilà, ça, c'est factuel. Moi, j'ai pas vu d'études en fait qui dit ben voilà, vous mettez des clostridium ou des bactéries lactiques et puis vous avez plus avoir de mousse. Donc, mon esprit scientifique me dit que ben, tant qu'il n'y a rien qui a été prouvé, je valide pas. Très bien. On a une question encore d'Alice Delair pour savoir si la pression dans le ciel gazeux peut avoir un effet sur la formation de mousse. Alors, il y a beaucoup d'agriculteurs qui le disent. Euh, après, je sais pas trop parce que certainement, comme c'est un équilibre, il suffit qu'on baisse de quelques millibars une pression et hop, on va diffuser plus de gaz et donc si on a une production de mousse, ben, on va favoriser cette production. C'est notamment vrai quand il y a des grosses différences de pression entre voilà, on a une baisse de pression ou une augmentation de pression extérieure et donc on va avoir des variations de pression sur le gazomètre et donc là, oui, je pense que oui. Mais pareil, quoi, il faudrait faire des mesures plus précises parce qu'on est sur des millibars hein, quand même. Hein, donc, il faut déjà mesurer ces millibars hein, pour voir les variations. Il faut déjà avoir un digesteur instrumenté suffisamment, quoi. Ou Un peu la partie plus. toujours difficile. Alors, on a une question de Sébastien Pommier sur la question sur les accidents de digestion. Est-ce que vous avez étudié un potentiel lien avec la désactivation, donc les décès ou la lyse cellulaire, où les protéines intracellulaires pourraient être des tensioactifs contribuant à la formation de mousse? Alors, c'est connu en fait que les EPS, hein, exopolysaccharides, donc qui sont produits par ces micro-organismes, sont des agents produits par des micro-organismes, c'est des micro-organismes, sont des agents tensioactifs efficaces. Alors après, quand il y a de la lyse cellulaire, ben, quel produit, ben, je ne sais pas trop ce que veut dire Sébastien. Mais certainement, en fait, quoi. Savoir si en fait, quand il y a la digestion qui ralentit à cause de la mort de trop de cellules, souvent à cause d'un autre facteur, est-ce que du coup le fait qu'il y ait plus de cellules décomposées parce que les bactéries sont mortes, ça peut provoquer du moussage? C'est plutôt un ralentissement de l'activité qui entraînerait du moussage. Est-ce que pour l'instant on est plutôt sur un moussage qui entraîne un ralentissement de l'activité ou est-ce qu'on n'a pas la dynamique analysée encore? Quand on regarde un petit peu les ratios Fostak, en fait, sur les digestats qui ont été analysés donc, sur les prélèvements qu'on a fait, on voit globalement en fait qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Même si Fostak, ça peut être une analyse un peu grossière, mais si on a des Fostak qui sont supérieurs à 1, ben, globalement, là, on peut vraiment mettre un lien entre la biologie, son état, et imaginer en fait que le problème de mousse vient du dysfonctionnement voilà, de l'activité microbienne ou biologique. Alors que là, ben, globalement, on voit pas de lien en fait, quoi. Donc
peut-être, je pense que oui, les protéines de lyse peuvent être de bons agents, des bons agents tensioactifs, mais je vois pas de lien, moi, en tout cas, réel. Ok. Alors, je ne vois plus de questions dans le chat, mais j'en avais noté une ou deux. Notamment, s'il y avait une question que je n'ai pas citée parce que c'était la même que moi. Là, les études, elles ont été faites sur des intrants agricoles puisque c'était mené en lien avec elle et l'AMF. Est-ce que, au passage, vous avez vu, par exemple, dans la littérature, des intrants non agricoles, par exemple des bouts de stations d'épuration? On les a testés, il y a des bouts en fait qui ont été testés des bouts, alors c'est des bouts d'abattoirs, des choses comme ça qui sont utilisés sur certaines unités de méthanisation agricole. Et donc on n'a pas mis en évidence, notamment par rapport aux capacités moussantes, de lien entre ces bouts et ces. Alors on les a pas toutes testées, bien sûr, hein, on a testé une ou deux. C'est ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, en fait, globalement, quand on parle d'issues de silos, ben, on ne dit pas de quel type de céréales c'est, de quel type de déchets c'est, etc. Donc, on peut se retrouver avec des issues qui sont très peu moussants et d'autres très moussants, mais globalement, parce que c'est une mauvaise définition, en fait, de l'intrant. En fait. Il faut aller plus loin, en fait, dans la définition. Donc, les bouts, c'est pareil, en fait. Donc, les bouts, plein de types de bouts différents. Après, si un des grands facteurs identifiés, c'est la présence de polysaccharides, on peut se dire que dans les bouts de station d'épuration, c'est pas là qu'il y en a le plus. Non. Ce qui ne rend pas impossible les accidents, mais qui, a priori, limite un peu le facteur de risque. On a la question prospective. Est-ce que vous envisagez une suite à cette étude et par exemple la participation d'unités territoriales orientées déchets? Alors nous, ce qu'on aimerait bien Je pourrais vous faire, en mettre en fait, relation plus tard si ça t'intéresse. Mais... ce qu'on aimerait bien faire, donc, c'est poursuivre en fait donc un peu la collecte de données parce qu'on a un capital qu'on veut un peu garder et enrichir. Et donc, pourquoi pas, mais ponctuellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les problématiques de tout le monde, mais sur certaines installations, continuer à faire un peu de prospection pour alimenter cette base de données, parce qu'on trouve que bon, c'est un premier jet et qu'elle mérite d'être étoffée. Et donc là, pourquoi pas proposer certaines prestations à certaines personnes qui ont ces problématiques de moussage. Ensuite, aller plus loin, nous, on aimerait mieux voilà, regarder certains substrats, notamment tout ce qui est cible. Et donc, tout ce qui est cible dans notre région, c'est plutôt autour du seigle, etc., qui ont vraiment des problématiques de moussage. Hein. Et aussi certaines cibles de légumineuses aussi qui peuvent être problématiques par rapport au moussage. Donc, se focaliser sur ces aspects-là. Et plus sur les aspects fondamentaux au niveau perspective, regarder le lien entre la viscosité et la capacité de moussage, moussante, pardon, parce qu'on n'a pas bien vu ça et c'est vraiment décrit dans la littérature comme étant vraiment lien. Oui, puisqu'on voit la dynamique entre la succion et le drainage, la viscosité va forcément jouer sur la vitesse de réaction, en théorie. On a une nouvelle question sur les cas où quels AGV, acides gras volatiles, auraient été majoritairement produits dans les cas où le FOSTAC était élevé. Est-ce que vous avez un peu analysé ça? Non, on les a pas regardés. Enfin, on les a regardés, mais j'ai pas ça en tête, donc je vais pas dire de bêtises. Ouais. Moi, j'ai une question sur les résultats. Là, tu parlais de bases de données que vous avez construites. On a un petit affichage sur le support qui sera mis à disposition sur le site de la T2E. Est-ce que ces résultats et les caractérisations des différentes matières, des différents substrats sont accessibles ailleurs que sur notre support, dans un rapport ou dans un document extérieur? Alors pour l'instant, avec l'ADEME, on a remis un rapport où les unités qui ont été auditées ne sont pas confidentielles. Donc, il va falloir anonymiser en fait tout ce rapport. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra proposer et pourquoi pas un petit guide, mais assez succinct en fait, où on recense en fait des données par rapport en fait à différents substrats et puis proposer quelque chose comme ça
l'ensemble de la profession. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au bout des questions. Ah, voilà, je me disais bien. Là, pour les analyses de mousse, vous aviez travaillé avec des équipements au laboratoire où vous prélevez des substrats et vous regardez comment ça se forme la mousse sur ce substrat. Mmh. Est-ce qu'il existe des techniques ou des outils qui permettent d'analyser les mousses quand elles sont formées sur site et qui aideraient à l'analyse diagnostique pour savoir quelle est la méthode à adapter pour réparer la situation? Alors, prélever une mousse, ça n'a pas tellement d'intérêt. Globalement, si on prélève le liquide, il y a tout dedans, hein. Donc, par contre, de générer la mousse et de voir en fait le type de mousse qu'on va créer avec le liquide, ça a un vrai intérêt. C'est pour ça que le Dynamic Foam Analyzer là, que je vous ai présenté au début, je ne vais pas présenter du tout le résultat obtenu avec cet appareil. Là, on se dit qu'il y avait un réel intérêt en fait, c'est-à-dire de caractériser la mousse qui est créée par le liquide, donc en y injectant de l'azote ou différents types de gaz dans le liquide, et puis de voir en fait, ben voilà, cette mousse, elle va avoir une vitesse ascensionnelle de temps, cette mousse, elle va former une bulle, une microbulle, une petite bulle, et puis voir sa stabilité, etc. Analyser le liquide qui va générer ces mousses, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais le problème, en fait, c'est que souvent, c'est des outils optiques, hein, qui utilisent des lasers et qui utilisent donc des caméras. Et le problème, c'est que ça marche très bien avec les mousses de bière, les mousses où on est capable de faire passer la lumière dedans, mais dès qu'on utilise des digestats ou des choses, voilà, des produits opaques, eh ben, globalement, ça marche beaucoup moins. Et même en les diluant, après, on n'arrive plus à avoir les phénomènes qu'on peut On observer. a un témoignage d'exploitant qui captait la mousse puis qui la laissait se liquéfier avant de l'analyser. Mais a priori, c'est pas très différent du digesta qui aurait été extrait du méthaniseur, d'après ce que tu nous dis. On a une question de Jean-Philippe Steyer. Est-ce que les mousses peuvent être détectées par une sonde de niveau? Voire est-ce que toutes les mousses peuvent l'être? Alors, ça dépend. Mm. Des mousses qui sont assez compactes, qui vont permettre d'être détectables. Alors, ça dépend. Les capteurs de niveau, c'est quoi? Des capteurs physiques, des capteurs optiques, des capteurs. Si, comme le principe de la chasse d'eau, on arrive à lever un flotteur, eh ben, on va être capable de détecter. Si on met un capteur optique, mais le capteur optique, ben, globalement, il va se retrouver. Ben, ça dépend des types de mousse, ça dépend des capteurs, etc., etc. Pourquoi pas? Et justement, le dépassement des seuils par des mousses trop légères pour alerter la sonde, mais néanmoins suffisamment consistantes pour poser des problèmes, fait partie des dysfonctionnements majeurs. Si mes souvenirs sont bons, puisqu'on assiste vraiment dans ces cas-là à des gros soucis. Dans le chat, on propose capteur par radar et mesure de hauteur pour compléter. Donc ça, c'est plutôt de l'optique ou assimilé finalement. C'est pas du mécanique. Donc on voit qu'il y a encore plein de questions et plein de travaux en perspective. Merci Pascal pour cette présentation très riche, très complète et très pédagogique. Je vous invite à noter la date du 16 octobre pour le prochain webinaire du CTBM si le sujet des valorisations innovantes du dioxyde de carbone vous intéresse. Donc vous l'aurez compris, c'est dans le cadre du GT valorisation du CO2 dont je parlais au début. Nous avons identifié des possibilités de le valoriser de façon originale et nous vous en dirons plus le 16 octobre à 11 h. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de la T2E pour être informé de ce type de choses ou à m'écrire directement pour avoir pour avoir l'inscription, les informations pour les prochains webinaires. Merci encore Pascal, merci à tous pour ces échanges très riches. Je reporte Pascal de nombreux remerciements dans les questions. Donc, Bon, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, à l'occasion, on pourra se retrouver certainement au GIRI qui auront lieu à Pau l'année prochaine. À Pau du 26 au 28 mars. Tout à fait. L'appel à contribution est ouvert jusqu'au 20 octobre si vous souhaitez déposer des contributions pour intervenir lors des journées du 27 et du 28 mars. Merci, au revoir. Merci, au revoir.